Bonjour à tous, je m'appelle Sidney Rostand et je suis le président et fondateur de Bioxégie, bureau d'études et d'ingénierie spécialiste du biomimétisme en France. Je vous présente Elsa. Bonjour, donc je m'appelle Elsa, je suis la directrice scientifique chez Bioxégie. On est parti pour une petite demi-heure autour de la notion magique qui est le biomimétisme, quand l'ingéniosité de la nature inspire l'innovation du futur. Alors, avant de parler du biomimétisme, je vais vous raconter une petite histoire qui a lieu à la fin du 19e siècle à Paris. Vous voyez ici la tour Eiffel. La tour Eiffel a été conçue en aboutissant finalement sur une très belle histoire qui commence par un biologiste allemand qui s'appelle Hermann von Neuer. Hermann von Neuer est spécialiste de l'ossature humaine et notamment en fait du fémur que vous voyez à l'écran. Le fémur a une particularité, c'est que l'intérieur n'est pas plein. En réalité, l'intérieur est constitué de travées, de sorte de répartir les vecteurs de charge qui s'appliquent sur le fémur. Ce qui fait que le fémur est à la fois l'os le plus résistant de votre corps, vous pouvez lui faire subir d'énormes contraintes mécaniques, mais en même temps, c'est un os qui est très léger. Et ça, Hermann von Meyer va en parler à son collègue mathématicien Karl Kuhlmann, que vous voyez ici aussi à l'écran. Karl Kuhlmann va essayer d'appliquer ces principes de répartition des vecteurs de charge biologiques à des principes mathématiques. Et il va être accompagné pour ce faire de son disciple, qui s'appelle Maurice Koechlin, qui est un Alsacien, et qui va, quelques années plus tard, faire partie de l'équipe de Gustave Eiffel. Maurice Koechlin, tenez-vous bien, va proposer à Gustave Eiffel les mêmes principes de répartition des vecteurs de charge pour constituer cette tour qu'on appelait la tour de 300 mètres à l'époque. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à fabriquer une tour aussi haute et qui est capable, en étant légère, puisqu'elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient, elle est capable de résister à tous les vecteurs de charge, notamment les forces de vent latérales. Voici ce qui se passe quand on s'inspire de certains mécanismes du vivant. À l'époque, c'était de l'abstraction, on va rentrer dans les détails un peu plus techniques actuels. Alors, avant de parler de biomimétisme, il faut venir évidemment à la notion de biodiversité, la notion de nature. Aux origines du biomimétisme, on trouve évidemment la magie de l'évolution. Alors, qu'est-ce que c'est l'évolution? Eh bien, la photo que vous voyez ici s'appelle Lever de terre. Elle a été prise en 1968 par l'équipe d'astronautes d'Apollo 8. Et c'est la première fois qu'on prend une photo de la Terre vue d'aussi loin. Ce qui frappe, et ce que tous les astronautes vivent depuis, c'est le côté très seul, le côté très solitaire de la planète Terre qui abrite cette magie qu'est la vie. Alors la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est la biodiversité telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est 1,8 million d'espèces connues. On estime qu'il y en a des dizaines de millions, voire des centaines de millions qu'on ne connaît pas. Et puis, c'est des espèces, évidemment, qu'on reconnaît directement, des espèces qui font partie de notre imaginaire collectif, qui sont même devenues des symboles, des espèces qui nous intriguent, des espèces qu'on trouve magnifiques, regardez la beauté de ces photos, et évidemment, des espèces qu'on connaît trop bien. Puis d'autres qu'on connaît moins, c'est-à-dire qu'évidemment, on reconnaît le nom vernaculaire, on reconnaît la famille, ici c'est une méduse, ici c'est une plante, ici c'est un moustique, mais on n'arriverait pas forcément à nommer l'espèce en particulier. Et puis c'est toutes ces espèces un peu bizarres, aliens, qu'on ne reconnaît pas forcément, dont on ne se doute pas de l'existence, le tardigrade que vous voyez ici à l'écran. Ça, c'est la biodiversité. Et au final, plus on se penche sur la biodiversité, plus on se penche sur la nature, plus on se rend compte de sa sophistication, de sa précision, de sa technicité. Regardez la précision de ces systèmes biologiques. On ne peut qu'être admiratif devant tant de technicité, tant de haute technologie. Et évidemment, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas, on l'a appris à nos dépenses cette année, on ne maîtrise pas tous les rouages du vivant, tous les rouages de ce qu'est la nature. Alors, si on résume, la nature, c'est quoi? Eh bien, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et de développement. C'est un ensemble de mécanismes qui sont éprouvés, qui sont sophistiqués. C'est 1,8 million d'espèces connues à ce jour et au moins autant de brevets potentiels. En fait, la nature, si on le résume, c'est un gisement de solutions éprouvées et soutenables. Et la nature a abouti sur une de ses créations les plus complexes, l'être humain. Et la complexité de l'être humain nous mène aujourd'hui dans une situation qu'on connaît tous, qui est difficile. Comment est-ce qu'on relève le défi de notre soutenabilité? Eh bien, ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui, le message qu'on porte, c'est
Et si on s'inspirait justement de l'ingéniosité de tous ces mécanismes de la nature qui ne sont pas frugaux, au contraire qui sont sophistiqués et qui sont durables. Le message qu'on a à vous porter aujourd'hui, c'est inventeurs, chercheurs, rêveurs, entrepreneurs, ingénieurs, on peut penser l'avenir bio-inspiré. Alors Elsa, je vais commencer à te demander de nous parler d'un exemple de ce que ça peut être l'avenir bio-inspiré. Ouais, donc l'exemple que vous voyez sur l'image s'appelle un sirex géant. Ça ressemble à une guêpe, ça n'en est pas une, c'est un insecte de la famille des cirripidés. Et la particularité de cet insecte, c'est qu'il va chercher à pondre ses œufs dans le bois. À cause de sa petite taille et surtout de son poids qui est très léger, il n'a pas la force pour faire pénétrer ce qu'on appelle son ovipact pour le pénétrer dans le bois. Donc la manière dont c'est fait, c'est que c'est une sorte de seringue divisée en deux dans la longueur et avec des crans qui remontent vers l'extérieur. Et en fait, cet ovipact va avancer, reculer de manière alternative pour forer dans le bois sans avoir besoin d'une grande force et surtout d'une grande pression. Cette technologie a inspiré des chercheurs de l'ISAE, donc qui est une école d'ingénieurs française, pour créer des foreuses martiennes. Sur Mars, la pression est beaucoup plus faible et donc la notion de force pour creuser dans le sol demanderait beaucoup plus d'énergie à appliquer. Ce mécanisme permet donc de créer une foreuse d'environ 10 cm de diamètre qui permet de forer dans le sol avec 70% d'énergie en moins par rapport aux technologies concurrentes. Cette technologie peut aussi être utilisée dans le domaine du biomédical, de la microchirurgie en neurologie ou pour les dents. Alors on va quitter le domaine spatial et pour revenir sur Terre, ou plutôt dans la mer. Vous voyez à l'écran un requin. Les requins, il y en a plusieurs espèces. Certaines sont très rapides. Elles peuvent atteindre 50, voire 100 km/h dans l'eau. La rapidité, leur célérité, n'est pas seulement due à leurs muscles et à leurs nageoires. En réalité, les requins sont rapides grâce à leur peau. Alors d'apparence, quand on n'y prête pas attention, on pense que leur peau est lisse. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, la peau des requins, ça ressemble à ça. C'est des milliers de petites écailles. Et sur ces écailles, vous voyez ces sortes de travées, ces stries. Et ces stries-là vont venir créer une fine pellicule d'air autour de la peau. Et ça va permettre de réduire, en fait les frottements entre la peau du requin et le reste du milieu aqueux. Ça permet de donner artificiellement plus de rapidité au requin, plus d'hydrodynamisme. C'est ce qu'on appelle l'effet Riblet. Eh bien, vous avez des chercheurs allemands de la DLR, qui est l'Institut spatial allemand, qui se sont associés à Airbus et à Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, pour essayer de reproduire ce principe-là aux ailes des avions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous le voyez ici à l'écran. Ils viennent appliquer un vernis spécifique avec des micro-rainures qui reproduisent les stries des écailles des requins. Ça permet de réduire le frottement avec l'air, donc d'améliorer l'aérodynamisme de l'avion et de lui faire consommer moins de carburant, de lui faire aussi rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère. L'avantage, évidemment, c'est des économies pour les compagnies aériennes et évidemment plus de durabilité pour les avions. Les prototypes sont encore en cours, mais on parle déjà de 2%, ce qui à l'échelle d'un avion est énorme, de réduction de consommation de carburant, rien que sur certaines parcelles des ailes. Et maintenant, on va passer non plus aux géants des airs ou aux géants des mers, mais à des insectes qui sont tout petits. On les appelle les colamboles, et ils sont si petits que si une goutte d'eau tombe dessus et s'y adhère, cet insecte va être écrasé par le poids de la goutte d'eau. Donc son enjeu à lui, c'est de rester toujours très propre, que rien n'adhère à sa surface, qu'on appelle la cuticule. Et donc pour ça, cette surface est ce qu'on appelle omniphobe, c'est-à-dire qu'elle a la phobie, donc la peur, elle est répulsive envers tout ce qui va vouloir s'y attacher. Donc par exemple, cette structure est faite de villosités, microvillosités, donc c'est-à-dire un ensemble de creux et de bosses à l'échelle microscopique qui va empêcher quelques molécules que ce soit de s'y accrocher. Cette surface a inspiré des chercheurs de Corée du Sud. En 2018, ils ont créé une surface en s'inspirant de ces microvillosités qui est du coup auto-nettoyante. Donc ce type de surface peut être utilisé pour beaucoup d'applications où on cherche à empêcher les bactéries de pénétrer, notamment dans le milieu hospitalier par exemple. Et l'intérêt de cette surface, contrairement à beaucoup d'autres surfaces omniphobes, c'est qu'elle est résistante à la très haute pression.
Un autre exemple de l'ingéniosité du vivant, c'est les homards et les écrevisses. Ce sont des crustacés d'eau douce et ils vont avoir un enjeu. C'est d'arriver dans le milieu sombre dans lequel ils vivent, de repérer leur proie ou leurs prédateurs. Ils vont être équipés à la périphérie de leurs yeux de ce qu'on appelle des miroirs périphériques. Il faut imaginer des petites facettes qui vont venir concentrer les rayons incidents, donc les rayons entrants, sur un point précis de la rétine. Concrètement, ils empilent les rayons de lumière. Ça permet d'intensifier le signal lumineux et donc artificiellement d'augmenter la luminosité que perçoit l'écrevisse. À l'échelle, évidemment, de l'œil, c'est un mécanisme très complexe et celui-ci a été reproduit, non pas pour des technologies optiques, mais pour des technologies de chauffage. Vous le savez, les chauffages radiants ont été interdits il y a peu sur les terrasses parisiennes. Ce sont ces fameux chauffages que vous trouvez sur les terrasses et qui viennent radier la chaleur. Sauf que ces chauffages-là sont pas forcément très efficaces. Ils perdent 40% évidemment de leurs énergies. C'est un trou énergétique. Vous avez un ingénieur américain qui a proposé à Home Depot, qui sont les Castorama et les Leroy américains, de les équiper de chauffage radiant inspiré des yeux écrevisses. Pourquoi c'est intéressant? Il a inversé le prototype, c'est le principe des écrevisses, des yeux des écrevisses, c'est-à-dire que les rayons de chaleur sortant des chauffages radiants viennent être concentrés sur certains points très précis, par exemple les caisses où les clients se rendent et où les salariés doivent rester pendant de longues heures. Ça permet de réaliser des économies de chauffage considérables à l'échelle des Home Depot. Les premières études montrent que 50% d'économies ont été réalisées en matière de facture énergétique pour le Home Depot. C'est aussi évidemment 50% d'énergie en moins, donc des bénéfices environnementaux considérables. Et retour dans la mer pour l'hippocampe. L'hippocampe est un animal qui nous fascine et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sa queue. Les propriétés qui sont intéressantes au niveau de sa queue, c'est sa flexibilité et sa résistance mécanique. Alors pourquoi sa queue est-elle autant flexible et autant résistante? C'est à cause de sa structure. Contrairement à beaucoup de queues dans le monde animal, celle-ci est constituée de plaques osseuses blindées en forme de prismes carrés. Ces prismes carrés alignés coulissent les uns sur les autres pour lui permettre d'enrouler sa queue. Et c'est ça qui lui confère une grande flexibilité. L'hippocampe peut diminuer la taille de sa queue jusqu'à moitié sans dommage et une très grande résistance mécanique. Donc, ce principe d'enroulement et de force a été reproduit sur un bras robotisé, imprimé en 3D par des chercheurs de l'université de San Diego aux États-Unis. Et ça peut être appliqué pour des domaines de la robotique, de la mécanique, mais aussi du médical. Et ça présente l'intérêt, avec l'impression en 3D, de pouvoir créer des prototypes et des outils sur mesure de façon très rapide et très simple. Et en plus, on l'a vu avec l'exemple de l'hippocampe, c'est très performant. Un autre exemple assez intéressant, c'est celui du poisson des sables. Le poisson des sables vit dans des milieux désertiques. Il doit se déplacer à très haute vitesse sur des milieux qui sont très rugueux, y compris le sable. Ça, c'est très problématique puisque si vous voulez vous déplacer vite et si vous voulez évidemment épargner votre peau, il faut réduire les frottements entre la peau et le sable. Il y a beaucoup de frottements, de friction, d'abrasion. Alors, comment il va s'y prendre ce poisson des sables? Il va s'y prendre avec des écailles des écailles en kératine, qui vont de manière régulière être déplacées et qui permettent de réduire le coefficient de friction. Ça a inspiré des chercheurs allemands de l'Institut technologique de Karlsruhe pour créer des surfaces métalliques qui reproduisent à des petites échelles, vous le voyez ici à l'écran, les écailles des poissons des sables. Ces surfaces métalliques ont un coefficient de friction réduit de 40%. C'est très intéressant pour de nombreux domaines industriels, puisque le frottement existe dans de nombreuses machines. On est ici à la Cité des sciences et de l'industrie, les hélicoptères, les avions, les moteurs, les engrenages, la montre, etc. Pourquoi c'est intéressant de réduire le frottement? Parce que vous augmentez la durée de vie de votre appareil ou de votre machine, vous réduisez aussi la consommation énergétique. Ce sont des recherches très prometteuses. Alors pour conclure ce tour d'horizon des exemples, le biomimétisme, c'est quoi? Le biomimétisme, on peut le définir comme étant une approche de recherche et de développement qui consiste à s'inspirer de l'ingéniosité, de l'intelligence, des mécanismes, des propriétés et des fonctions qui sont présentes chez les organismes vivants. Quel est l'intérêt? Eh bien, tout simplement
d'imaginer notre avenir. Parlons un petit peu des enjeux auxquels font face nos sociétés humaines. Nous devons capter, stocker et transporter des ressources. Pour la physiologie des écosystèmes, pour la survie des espèces, évidemment, c'est une spécialité de la nature depuis des millénaires. Idem pour ce qui est de la conception et de la fabrication. Quand nous devons concevoir une machine, un immeuble, quand nous devons concevoir un produit ou une formule chimique, évidemment, le vivant construit sans cesse dans des températures, dans des pressions ambiantes et avec une seule poignée finalement d'éléments présents dans la nature en abondance. Donc le vivant est spécialiste de la chimie douce, de la chimie durable, de la construction sobre. Un autre enjeu qui est celui des êtres humains, c'est la mobilité, la protection contre les événements extérieurs et la durabilité. C'est une autre spécialité du vivant qui évidemment doit assurer le quotidien et la mobilité de millions d'espèces dans des écosystèmes sous contrainte, des écosystèmes froids, humides, des écosystèmes arides, des écosystèmes qui sont sous contrainte de tempêtes, etc. Donc c'est un ensemble de mécanismes et de tactiques, il faut le dire, qui sont intéressantes pour relever ce défi qui est celui de l'être humain. Et le dernier défi qui est le nôtre, on en entend parler en ce moment évidemment, c'est celui de la communication et de la gestion de l'information. Le vivant, la nature, ce n'est pas que du physique. La nature, en réalité, tous les êtres vivants, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me regarder, et puis cette information, évidemment, est relayée en ligne, eh bien la nature doit capter son environnement, doit interpréter son environnement. Elle doit évidemment réagir à cet environnement et stocker les données. Le meilleur exemple étant évidemment l'ADN, qui en seulement quelques grammes d'ADN représente des milliers et des milliers de disques durs. Alors, évidemment, le biomimétisme est un outil idéal pour relever les défis du futur. Et la France, tenez-vous bien, est très bien équipée pour le faire, déjà scientifiquement. Vous voyez à l'écran, par exemple, le Muséum national d'histoire naturelle, qui est le 3e plus grand au monde et qui a une connaissance de la biologie qui est parfaite. Il faut noter aussi que la France, ça représente 10% de la biodiversité mondiale, notamment grâce à ses territoires outre-marins. Et la France, aujourd'hui, peut relever ce défi du biomimétisme, saisir cette opportunité pour imaginer un avenir industriel plus intelligent et en même temps plus durable. Alors si on résume un petit peu, le biomimétisme pourrait concerner tous les secteurs. Le biomimétisme peut en théorie répondre à tous les types d'enjeux. On a parlé d'aérodynamisme, on a parlé d'hydrodynamisme, on a parlé de légèreté des matériaux, on a parlé de thermorégulation, etc., etc. Évidemment, les enjeux de la réussite du biomimétisme, puisqu'il faut pouvoir aussi les relever, c'est d'arriver à avoir des méthodologies concrètes, puisque vous vous doutez bien qu'entre les principes biologiques hautement sophistiqués et les applications industrielles, il faut créer des transpositions qui soient pragmatiques, qui soient efficaces. En réalité, on ne peut pas copier encore trait pour trait la nature. C'est pour ça que certains chercheurs vont préférer la notion de bio-inspiration. Il faut aussi de la pluridisciplinarité. Et c'est difficile, la pluridisciplinarité. Comment est-ce qu'on fait travailler un biologiste avec un ingénieur et avec un industriel? Il faut une communication et un orchestrage des compétences qui est tout à fait inédit, tout à fait nouveau. Et évidemment, il faut un pragmatisme managérial, on ne va pas se tromper. La réalité, c'est que le biomimétisme a un essor scientifique et universitaire très fort, mais il faut encore pouvoir trouver une courroie de transmission efficace pour que toutes les entreprises, tous les fleurons français et européens puissent utiliser le biomimétisme comme ils utilisent aujourd'hui le digital. Il y a encore du chemin à parcourir. Et le dernier enjeu, qui est peut-être le plus important, c'est qu'effectivement, l'être humain, pour faire du biomimétisme, doit avoir le courage et l'humilité de se dire que la nature est bien faite. C'est grâce à ça qu'on arrivera à se reconnecter par rapport à la biodiversité et arriver à se dire « la nature va m'apprendre à repenser les technologies d'avenir ». C'est un défi de taille, c'est un défi qui demande beaucoup d'humilité. Voilà, écoutez, on va vous laisser et vous encourager à venir écouter notre podcast L'Incroyable Nature, qui est le premier podcast français du biomimétisme. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, vous pouvez le retrouver sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et on vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a passé un bon moment. Donc intéressez-vous à ce sujet du biomimétisme. Étudiants, entrepreneurs, ingénieurs, allez faire du biomimétisme. Merci à tous.